Bienvenue pour cette dernière plénière. Vous savez que pendant que les banques s'interrogent sur l'ampleur des provisions qu'elles vont passer pour résister à la crise, plusieurs investisseurs aujourd'hui acceptent de prêter à des taux de plus en plus dérisoires. La moitié de la dette émise par les sociétés européennes notées en catégorie d'investissement s'échange à des rendements négatifs. Et c'est pour ça qu'on va parler des perspectives du marché du crédit en 2021-2022, après cette année bien particulière de 2020. Et pour ça, je vais laisser la parole et cette plénière à France Vassaux, directrice générale adjointe de France Invest. Merci France. Merci Jean-Guillaume. Donc pour cette cinquième et dernière table ronde des rencontres restructuration et financement d'Option Finance, nous allons aborder le thème des perspectives du marché de la dette pour l'année 2021 et 2022. Pour nous accompagner sur cette table ronde, 3 intervenants que je vais vous présenter. Donc Paul Guerrier, associé de June Partner, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des PME et des ETI. Dans le financement des PME et des ETI. Jérôme Reboul, que je remercie d'être là, qui est sous-directeur en charge des banques et des financements d'intérêt général auprès de la Direction générale du Trésor. Et enfin, je n'ai pas le retour vidéo, mais j'imagine qu'elle est en ligne. Madame Sindhoura Swaminathan, qui est avocate et qui est associée du cabinet Eversheds Sutherland. Merci d'être là à distance. Merci d'être là, je sais à distance, parce que vous êtes encore en confinement, vous revenez de l'étranger et donc vous respectez les règles imposées pour les retours de l'étranger. Alors tout de suite, première question, quels sont les facteurs qui expliquent les raisons pour lesquelles le marché de la dette est assez euphorique, a été assez euphorique sur l'année 2020 ? Paul Guerrier, quelle est votre analyse de la situation ? Bonjour à tous. Si on regarde la crise que nous venons de vivre et qu'on la compare rapidement à la crise de 2008, en fait, je pense que un des axes de différenciation majeure entre les deux crises, c'est que à tous les niveaux, que ce soit au niveau national et au niveau européen, on a tout fait, tout a été fait pour éviter tout resserrement de l'accès au crédit pour les entreprises, et pour éviter toutes les faillites qui auraient pu tomber en cascade suite à la crise sanitaire. Donc au niveau européen, ça s'est traduit très rapidement par une prise de conscience au niveau de la Banque centrale européenne, également au niveau des États, avec des programmes, on va dire, accentués de rachat de créances et de programmes dédiés au rachat des billets de trésorerie, notamment émis par les grandes ETI et les grandes entreprises. Ce qui a permis de très rapidement éviter tout blocage du marché et permettre un accès du crédit facile au niveau européen et au niveau français en particulier. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, bien évidemment, le marché 2020 de la dette, il est principalement marqué par le phénomène des PGE, des prêts garantis par l'État, puisqu'en l'espace de quelques mois, on a atteint plus d'une centaine de milliards d'euros de prêts garantis par l'État levés, et principalement à destination des très petites entreprises, des PME et des ETI. Et ça, c'est à saluer, puisque au-delà de l'effet de levier des pouvoirs publics, il y a eu un engagement pendant des mois et des mois des banques au sens large, qui sont venues traiter ces dossiers dans la plupart des cas avec une grande célérité, et ça a permis bien évidemment de soutenir la trésorerie des entreprises. Donc ça, c'est le côté, on va dire, PME, TI. Pour les plus grandes entreprises, les très grandes entreprises, elles ont aussi pu bénéficier de ces dispositifs-là, du prêt garanti par l'État. On se souvient des très grands PGE octroyés à Fnac Darty, à Air France, etc. Mais ce qu'on a vu aussi dans les grandes directions financières, on a vu sur l'année 2020 des activations de lignes de backup qui avaient été structurées avant crise et à bon escient. Et au sortir de cette crise, pour ces très grands groupes, en tous les cas, il y a une réflexion à mener pour celles qui n'avaient pas prévu des dispositifs de backup pour pouvoir faire face à des incertitudes qui peuvent peser sur la reprise économique sur 2021-2022 ou sur d'autres chocs systémiques qu'elles peuvent appréhender dans leur secteur d'activité. Merci. Merci Paul. Je me retourne vers vous, Jérôme Reboul. Alors,
considérez-vous que le niveau de dette des entreprises françaises est élevé? Est-ce qu'on peut avoir une comparaison peut-être de votre analyse entre la situation avant crise et maintenant? Oui, bonjour à tous. Je pense que la première chose à dire, si on réfléchit à la situation avant crise, c'est que la particularité du tissu productif français, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont très bancarisées. L'économie française repose essentiellement sur l'intervention des banques en financement. On a aussi, dans les petites entreprises, une importance particulière de l'actionnariat familial. Et puis, on a un poids très important des groupes dans l'économie française. Je dis ça parce que ça induit d'une part une aversion moyenne des entreprises françaises par rapport au financement en fonds propres, plus forte que par rapport à nos comparables. Et ça induit d'autre part un accès au financement, un accès au crédit de très bonne qualité et à des coûts extrêmement performants. Et donc dès avant la crise, on voyait ça, parce qu'il y avait une singularité du tissu productif français par rapport à nos pairs immédiats. En gros, nos entreprises françaises étaient plus endettées, elles étaient endettées moins cher. Et c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'en fait le tissu productif français avait un accès au crédit de très grande qualité. Ça n'est pas, à nos yeux, un sujet de préoccupation, même si vous n'êtes pas sans savoir que le Haut Conseil de stabilité financière avait envoyé un signal aux établissements bancaires, qui était un signal de préoccupation, non pas sur le niveau de la dette, mais sur la rapidité de la progression de l'endettement, principalement des grandes entreprises, à travers une mesure de limitation au titre de la réglementation dite des grands risques. La crise sanitaire que nous avons vécue a entraîné une hausse très significative de l'endettement brut des entreprises, de l'ordre de 240 milliards, dont une grande masse correspond en fait à l'octroi des PGE, autour de 140 milliards, que les pouvoirs publics assument tout à fait, puisqu'en fait on a cherché à apporter beaucoup de liquidités aux entreprises pour leur permettre de franchir la crise, à un moment où délibérément on cherchait à être non sélectif, puisqu'on partait du principe que les conséquences de la crise sanitaire étaient peu prévisibles et que donc il ne fallait pas être sélectif. L'endettement net des entreprises, en revanche, a très peu cru. Il a cru d'à peu près un peu plus de 20 milliards. Ce qui veut dire que l'essentiel de cette dette brute s'est traduite par une augmentation équivalente de la trésorerie. Et donc, on sort de la crise avec une dette brute qui est très élevée, mais un endettement net qui n'est pas plus préoccupant qu'au début de la crise. Et de fait, ce constat est valable pour pratiquement toutes les strates d'entreprise. Une étude récente réalisée par BPI sur l'utilisation des PGE a montré que de l'ordre de 20% des entreprises qui avaient souscrit un PGE avaient consommé leur PGE, mais que 80% d'entre elles ont conservé l'intégralité de leur PGE sous forme de trésorerie. Ce qui veut dire que le PGE a été en fait levé comme une ressource de sécurité et probablement cette ressource va financer au final des investissements dans les mois qui viennent, sans que ce soit pour nous une préoccupation, puisque l'objectif était bien que les entreprises aient la capacité à poursuivre leur activité. Merci Jérôme. Je me tourne vers vous, Sindoura. Vous êtes une experte en fait sur les marchés émergents et notamment sur la dette dans les marchés émergents. Avez-vous constaté cette même euphorie sur le marché de la dette et comment ont réagi en fait les prêteurs face à la crise? Bonjour tout le monde. Merci France pour cette question. En fait, mon expertise est très focus sur le financement de projets, financement d'actifs et financement d'export. Comme ça a été évoqué, en Europe, il y a eu bien sûr beaucoup de l'aide de l'État. Je pense qu'à peu près à 500 milliards d'euros à Angleterre, en Allemagne, France, Italie et en Espagne combinée, qui a été approuvé d'ici octobre 2020. Par contre, en Afrique, ça n'a pas été exactement la même chose. Il y a eu une contraction en fait économique en 2020 qui a été perçue à cause de la crise sanitaire. On a aussi perçu qu'il y a eu des banques qui faisaient beaucoup de travail internationalement parlant, qui ont fait plus un focus dans leur marché domestique. Et il y a aussi eu, par exemple, à la place de prendre des crédits qui sont government-backed, il y a eu plus d'injections de la part des sociétés qui sont en fait ont des actionnaires majoritaires des États qui ont fait des injections dans ces sociétés-là. Et aussi des prêteurs existants qui ont remis plus d'argent à la place d'avoir de new money qui rentre pour avoir moins des discussions sur des intercréanciers existants.
Mais une autre chose qui est assez intéressant, en tout cas dans les marchés émergents, surtout l'Afrique, dans ma secteur en particulier, il y a la présence bien sûr des institutions de développement de financement et aussi des crédits export qui en fait ont une focus de impact investment. Et ce genre d'investissement, ça permet en fait d'avoir des crédits qui sont abordables pour les services essentiels et aussi pour les projets, par exemple, de financement. Et pour moi, ces acteurs-là, ça représente en fait une espèce de stabilité qui a créé une espèce de stabilité dans le marché et qui en fait, et une autre chose qu'on a vu, c'est aussi la souplesse qui a été mise en place par les prêteurs et les emprunteurs qui ont été impliqués sur ces projets-là. Ça a été pas seulement dans le marché émergent, mais aussi dans le marché français, où c'était une vision d'accompagnement de clients, où on a vu en fait les prêteurs étaient prêts à faire des concessions, à laisser les emprunteurs à décaisser, à aller à voir qu'est-ce qu'ils puissent faire, par exemple des covenant holidays. Essayer de négocier et comprendre un peu plus comment aider le client et accompagner le client. Voilà à peu près ce que j'ai vu dans le marché émergent. Merci Sindora. Nous allons peut-être maintenant aborder la question un peu plus sensible des risques liés à l'accroissement de cette dette au niveau des entreprises sur le marché de crédit. Et là, je me retourne à nouveau vers vous, Jérôme Reboul. Selon vous, les risques liés en fait à l'accroissement de la dette des entreprises ont-ils été bien anticipés? Et quel accompagnement, quels outils en fait sera utilisé pour aider ces entreprises afin d'absorber cette dette qui est, même si vous nous avez expliqué qu'il y avait 20 milliards de différence par rapport à l'avant-crise, enfin, il va quand même falloir absorber la dette. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont envisagées? Oui, alors effectivement, la dette nette des entreprises a peu cru, mais la question de la dette brute est effectivement tout à fait pertinente. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va en sortir. La première chose qu'il faut dire, c'est que, vu l'État, les dispositifs de soutien public qui ont été mis en place ne vont pas s'éteindre du jour au lendemain. Ils vont être graduellement retirés. En particulier, ils vont être maintenus aussi longtemps qu'il le faudra pour les secteurs qui continueront à faire l'objet de décisions de fermeture administrative dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Donc ça, c'est le premier rideau de la réponse. Le deuxième rideau de la réponse, c'est que pour la composante de la dette qui correspond au PGE, comme vous savez, les PGE ont été structurés pour donner à l'emprunteur une visibilité et une capacité à étaler la dette pendant très longtemps. Je rappelle là-dessus que pour l'ensemble des PGE, il est possible pour les emprunteurs de bénéficier d'un étalement, donc d'une absence totale de remboursement principal pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on amortit pour la grande majorité des prêteurs mensuellement, c'est-à-dire qu'on paye 1/48e du PGE à compter du printemps 2023. Donc ça nous laisse quand même beaucoup de temps. 2022, pardon. Donc ça laisse quand même beaucoup de temps. Et nous, il nous semble que dans ces conditions-là, il est fondamentalement injustifié de parler, comme ont pu le faire certains, d'une perspective de mur de la dette qui placerait les entreprises françaises dans une situation potentielle de grande difficulté. Maintenant, cela dit, c'est clair que des difficultés, il va y en avoir un certain nombre, ne serait-ce que parce que, effectivement, les dispositions qu'on a mises en place, et notamment les dispositions qui ont été mises en place au titre des procédures collectives pendant la crise sanitaire, ont mis complètement sous l'été noir les difficultés d'entreprises qui pouvaient d'ailleurs être antérieures à la crise sanitaire et qui, pour le moment, ne se sont pas encore matérialisées. Ces difficultés-là, il est possible qu'elles finissent par se matérialiser. Et donc la question va être de savoir comment elles vont être traitées. De ce point de vue-là, l'ambition du gouvernement, c'est d'essayer de mettre en place les dispositifs opérationnels les plus fluides possibles pour que les entreprises puissent accéder au traitement de leurs difficultés le plus en amont possible à travers des dispositifs comme le mandat ad hoc, la conciliation. Le ministre, ce matin, recevait d'ailleurs tout un ensemble de représentants de la place pour en parler avec eux. Et ce sont des dispositions de nature très opérationnelle qui viennent en complément en fait, des dispositifs d'aide. Le message central sur ce sujet-là, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Les entreprises pour qui il y a besoin de restructurer la dette, eh bien, il faut que la dette soit effectivement restructurée. Et leur intérêt, c'est qu'elle le soit le plus tôt possible. De votre côté, Paul Garrier, quels sont, en termes de risques, les entreprises en fait, sont-elles soumises en fait, aux mêmes risques qu'avant la crise ou, selon vous, y a-t-il des risques plus élevés en fonction, par exemple, du secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise? Alors, avant de revenir sur effectivement les typologies de risques
c'est clair que tous les chefs d'entreprise aujourd'hui vivent un peu un moment critique. Un moment critique, pourquoi? Parce que c'est une heure de rendez-vous avec beaucoup de parties prenantes de l'entreprise à l'aune, quelque part, de la clôture du bilan 2020. Et d'autant plus critique qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise discutent avec les commissaires aux comptes sur cette clôture 2020, que les banquiers attendent de pied ferme et avec beaucoup d'attention la publication de ce bilan qui sera plus ou moins impacté par la crise Covid en fonction des secteurs d'activité. Il y a la Banque de France également qui se tient aussi prête pour réactualiser la notation de crédit de toutes ces entreprises-là. Et on sait à quel point ça peut avoir un impact sur l'assurance crédit et sur tout un tas de phénomènes de réassurance dans l'écosystème des entreprises. Donc on est à un moment charnière d'autant plus prégnant que, même si vous l'avez rappelé sur la question des PGE dont la franchise peut être reconduite encore d'une année supplémentaire, on a cette première date d'anniversaire qui arrive pour un grand nombre d'entreprises. Hein, et la question que nous posent souvent les chefs d'entreprise, c'est quelle est la bonne réponse? Bien évidemment, il n'y a pas unicité, il n'y a pas une bonne réponse à donner à cette question-là. Et là, on en vient à votre question sur les risques et en fonction un petit peu des différentes situations. Ce qui est clair, c'est que les situations sont hyper disparates aujourd'hui d'un secteur d'activité à l'autre. Alors on a le phénomène, on va dire, très critique de tous les secteurs, hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, qui, pour le coup, elles, en tous les cas dans les entreprises qu'on a accompagnées, ont consommé leur PGE et ont des difficultés à bien appréhender aujourd'hui les reprises, en tous les cas la vigueur de la reprise économique, même s'il commence à y avoir des signaux positifs. Hein, la restauration, le fait que les terrasses réouvrent mi-mai, aujourd'hui est une lueur d'espoir pour les chefs d'entreprise. Et après, on a des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, la santé, je pourrais en citer d'autres, qui ont vécu la période de 2020 en fait sans trop de dommages sur leurs résultats et qui ont plutôt des perspectives fortes de croissance et d'opportunités à saisir. Pour tous ces cas-là, de toutes les manières, nous, la recommandation qu'on fait, c'est de poser le bon diagnostic à la fois financier et opérationnel. Et dans la partie financière, il y a bien sûr on va dire l'équilibre bilanciel. Le rapport de la dette, de la trésorerie, vous en parlez. Je mettrai juste un petit bémol sur le trésor de guerre qu'on peut constater quand on fait les écarts de dette nette. Aujourd'hui, depuis 6 mois, on constate quand même que beaucoup de chefs d'entreprise ont retardé beaucoup d'investissements. Et à juste titre, hein, par mesure de prudence, etc., pour voir un petit peu comment l'économie, la crise sanitaire allait se développer, premièrement. Et il y a eu un phénomène aussi qui a eu un rôle assez positif sur les trésoreries d'entreprise, c'est qu'en période de forte baisse de chiffre d'affaires, vous avez un effet, pour la plupart des secteurs, un effet de BFR positif sur les trésoreries. Et l'état des lieux que doivent faire les entreprises aujourd'hui, c'est, au travers de différents scénarios de reprise, sur 21, 22, 23, c'est d'appréhender tous ces phénomènes-là de consommation de trésorerie au travers des investissements, au travers des reconstitutions de leur BFR, et d'avoir un cap qui soit le plus clair possible, des convictions, et c'est ces convictions-là qui vont permettre soit de maintenir, soit de restaurer un climat de confiance auprès des banquiers et auprès de tous les parties prenantes des entreprises. Je voulais aussi revenir vers vous, Sindoura, pour aborder en fait la question des pratiques qui se sont d'ores et déjà développées pour gérer justement les risques de marché de dette corporate. En quelle mesure par exemple ces pratiques vont affecter la documentation juridique ou les offres en termes assurantiels pour la couverture crédit. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous avez observé sur le marché ? Oui, bien sûr. Déjà, je pense qu'il faut faire une petite distinction entre les nouveaux projets et des projets en cours. Je pense que pour les projets en cours, on a vu depuis 2020, les institutions financières, en tout cas, il y a eu beaucoup de focus sur le portfolio existant.
et moins, bien sûr, sur les nouveaux projets, parce que déjà de base, avec la quarantaine et les restrictions, la possibilité déjà de faire des due diligence comme il faut, de pouvoir rencontrer des mondes comme il faut pour et dérisquer les nouveaux projets, c'était un peu, les gens, ils étaient un peu réticents en 2020. Par rapport à des portfolios existants, comme on a tous vu au début 2020, il y a eu une espèce de panique pour savoir et comprendre c'était quoi exactement l'implication du crise sur les financements qui est en cours. Est-ce que, par exemple, ils peuvent permettre un décaissement par l'emprunteur ou pas? Est-ce qu'ils pouvaient donner un waiver ou pas? Est-ce que l'emprunteur pouvait rembourser la dette ou pas? J'ai d'abord parlé un peu des pratiques sur la documentation juridique. On a vu, bien sûr, comme j'ai déjà évoqué, cet accompagnement de clients, qui est les prêteurs étaient prêts à écouter, à entendre ce que les emprunteurs avaient à dire, et ils ont trouvé des solutions. Du coup, il y avait les covenant holiday, les covenant, les waivers. Ils ont essayé de trouver un moyen pour que les emprunteurs puissent faire un décaissement. Mais encore une fois, ça dépendait de la secteur. Il y avait, comme ça a été déjà évoqué, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que les autres. Par exemple, bien sûr, l'aviation, la restauration, le tourisme, ça a été des secteurs vraiment très, très impactés. Et du coup, les prêteurs ont été plus réticents à laisser avoir des waivers où ils ont des restrictions très, très spécifiques quand ils ont donné des waivers. Et aussi, un autre sujet, c'est beaucoup de prêteurs pour des nouveaux dossiers et les dossiers existants, essayer de renégocier, par exemple, les termes de material adverse effect, d'essayer de trouver comment renégocier la force majeure, l'impact de Covid sur la force majeure, parce qu'en fait, en droit anglais et en droit français, le concept, il est différent. Si on ne met pas le concept de force majeure dans la documentation de droit anglais, on ne peut pas l'évoquer. Du coup, ce genre de sujet est devenu de plus en plus commun dans la documentation juridique. D'un point de vue purement des produits qui ont été gérés pour gérer ce genre de risque dans le marché de dette, dans mon secteur en tout cas, comme j'ai encore déjà évoqué, les DFI comme IAIF, comme Proparco, comme FMO, IDRD, ce sont des institutions qui ont en place des produits de garantie ou des assurances qui en fait donnent la possibilité et aussi l'assurance aux institutions commerciales et aussi à ces institutions-là et aux emprunteurs de pouvoir continuer à faire le développement et à des investissements dans les marchés émergents. Et je pense que pour moi, ce genre de produit va devenir de plus en plus commun. Même les institutions commerciales vont commencer à trouver des solutions et ce genre de produits pour donner l'assurance, en tout cas, pour continuer à faire ce genre d'investissement en Europe et aussi dans des marchés émergents. Et je pense que ce type de produits de garantie et d'assurance plus complexes vont être donnés plus en plus par ce type d'institutions. Et en plus de ça, je pense qu'il y aura un petit moment où on aura aussi des prêts concessionnels. On a déjà évoqué le sujet des government-backed loans. Et pour moi aussi, c'est ce qu'on voit dans le marché, où ce type d'institution, pour permettre à des investisseurs étrangers et des investisseurs commerciaux de revenir dans les marchés émergents, ce genre de produits vont devenir de plus en plus communs dans la structuration de dettes dans ce genre de pays. Merci. Pour la suite, nous souhaitions aborder donc l'offre sur 2021 et voir si elle serait suffisante pour satisfaire justement la demande des investisseurs et quelle est notamment la question des devenirs des PGE. Là, à nouveau, Paul Guerrier, je reviens vers vous. En tant qu'expert, quelles sont les tendances que vous avez observées sur le marché français ? L'accès en fait, au marché de la dette, selon vous, est-il plus difficile sur 2021 qu'il ne l'a été sur 2020 ? En fait, il y a un effet un peu trompe-l'œil. Globalement, ce qui est sûr, c'est que le marché regorge toujours de liquidités, comme il en regorgeait en fait en 2018-2019.
Ça a été possible, on l'a dit, ça a été rendu possible grâce aux actions, on va dire, publiques, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Ce qu'on voit, c'est que depuis fin 2020, début 2021, notamment les banques, c'est vrai que les banques ont un rôle clé dans le financement de l'économie française, comme vous le rappeliez. Les banques sont reparties à la chasse aux dossiers. Donc il y a un vrai appétit du monde bancaire, mais avec une très grande prudence. Et c'est ça qu'on remarque depuis notamment début 2021. Elle chasse bien évidemment des dossiers qui ont été le moins quand même impactés par la crise du Covid, qui ont un bilan qui reste sain. Et elles ont des liquidités, donc elles prêtent, mais elles prêtent à des conditions, et c'est ce qu'on constate dans les quelques closings qu'on a réalisés là, depuis le début de l'année, à des conditions, pas tellement de taux, les taux restent extrêmement bas, historiquement bas, et là-dessus on pourra y revenir après, mais c'est pas tellement le débat. Le sujet aujourd'hui, c'est que dans les documentations, dans les structurations qui sont closées, on a des niveaux de levier qui sont revus et qui sont on va dire, audités par les comités des différentes grandes banques à la loupe. Là où il y avait on va dire des souplesses en 2018-2019, pas des prises de risque, mais on va dire des acceptations de niveau de levier un peu élevé au moment de la première année du closing. Aujourd'hui, c'est des choses, on revient un peu en arrière, donc on a des dossiers qui sont, on va dire, moins endettés, pour dire les choses simplement. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, il tient aussi au sujet que vous évoquiez sur les sûretés. C'est-à-dire que les banques sont d'autant plus attentives aujourd'hui sur les sûretés associées au crédit octroyé et au partage de ces sûretés. Et notamment, il y a un phénomène qu'on constate depuis quelques mois d'un retour, d'une espèce, peut-être pas d'antagonisme, c'est un mot trop fort, mais entre, on va dire, les banquiers et ce qu'on appelle les acteurs de la dette privée. Qui viennent en dette, on va dire, subordonnée ou en second rang, et qui pouvaient historiquement partager quelques sûretés et être traités comme des quasi-fonds propres au regard de l'orthodoxie financière. Et là, on a des comités bancaires qui sont devenus très restrictifs à ce niveau-là et qui n'hésitent plus, même sur des prêts obligataires, à reclasser ces éléments-là en dette financière, ce qui bien évidemment change pas mal la donne quand on analyse les différents ratios de liquidité. Donc voilà un petit peu le panorama que l'on peut constater. Après, les liquidités restent abondantes et on en revient à ce sujet qui est que, quel que soit l'état de l'entreprise, le plan de marche, la feuille de route, la capacité de conviction des dirigeants avec un business plan et un besoin et un plan de financement clair sont encore plus déterminants dans la phase de levée de financement. De votre côté, Jérôme Reboul, quelles sont donc les tendances du marché de la dette corporate que vous avez observées de votre côté? Et de manière un peu provocatrice, est-ce que les actions publiques ne risquent pas peut-être de perturber l'offre 2021 vers un retour, nous l'espérons tous, à la normale, même si malheureusement il peut y avoir encore des prémices de crise sanitaire qui reviendront dans les mois à venir, comme c'est le cas, comme nous l'avons entendu ce matin, dans les pays asiatiques. Non, enfin, je pense sur le paysage global, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Paul. La liquidité reste très abondante. Les banques ont le sentiment qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la situation des entreprises, mais elles ont le sentiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des perspectives et qui vont avoir envie maintenant d'investir. Donc il y a un peu une chasse aux clients, je pense, et notamment aux bons clients, qui fait que les perspectives de financement, d'abord au niveau macro, restent très favorables pour les entreprises, et que par ailleurs, pour les entreprises qui ont un projet qui est porteur, je pense que c'est un moment pour faire jouer la concurrence entre les banques. Il y a vraiment une opportunité qui se présente. La question qui peut se poser, c'est que peut-il se passer pour les entreprises qui, effectivement, sortent de la crise avec des niveaux d'endettement élevés et, de ce fait, vont avoir des difficultés à accéder potentiellement à l'endettement auprès des banques parce que la pratique des comités de crédit bancaire risque d'être un peu plus frileuse, notamment dans un contexte où on continue à avoir beaucoup d'incertitudes quand même au niveau macroéconomique. C'est dans cet esprit-là que l'État a conçu les prêts participatifs relance et les obligations relance, qui sont des instruments mezzanines
très subordonnés et très longs, qui sont précisément conçus pour les entreprises qui ont des perspectives. Ce ne sont pas de nouveaux instruments d'aide comparables aux interventions du Fonds de solidarité ou même des PGE. Ce sont des instruments qui sont faits pour permettre à des entreprises qui ont des perspectives, mais qui auraient pu avoir des difficultés à les financer, d'avoir accès à un financement sur lequel une nouvelle dette est possible, compte tenu de sa nature très particulière, qui devrait rassurer le prêteur classique, je dirais. Est-ce que ces instruments peuvent évincer des financements de marché? En tout cas, on a essayé d'être le plus attentif possible à les structurer pour qu'ils évincent pas des financements de marché. Certes, on a mis en place une garantie de l'État en première perte de l'ordre de 30% sur les futurs fonds de prêts participatifs d'obligations relance. Mais d'une part, on a, en concertation avec les acteurs de la place, élaboré ces produits avec l'objectif qu'ils viennent couvrir un segment du financement mezzanine où, de notre point de vue, il n'y avait aujourd'hui plus vraiment d'acteurs privés de marché, puisque notamment leurs caractéristiques en termes de maturité n'étaient pas du tout aisées à trouver sur le marché. Et puis par ailleurs, pour la partie prêt participatif, en fait, les banques n'originaient plus ce type de prêt depuis au moins 20 ans. Donc on a essayé de construire un produit qui justement ne viendrait pas concurrencer les offres de marché, et évidemment on était très attentif à ça, mais au contraire viendrait faciliter l'accès à des offres de marché en venant combler une faille. Et côté buy-side, on a élaboré ces produits avec les grands investisseurs de la place, les assureurs, mais aussi l'association que vous représentez, avec l'objectif qu'on les fasse venir dans les conditions normales d'une levée de fonds, avec des perspectives de rentabilité qui sont des perspectives de rentabilité d'investisseurs privés en économie de marché, ce que d'ailleurs la Commission européenne a reconnu, puisqu'on a tarifé notre garantie et on l'a structurée d'une manière qui, on l'espère, optimise au mieux la disponibilité de la ressource publique. Effectivement. Peut-être, Sindoura, revenir sur la question des tendances de marché concernant justement les marchés émergents. Sur l'offre 2021, que pouvez-vous nous apporter comme éclairage sur justement les tendances à venir? J'ai cru comprendre donc qu'il y avait plutôt une orientation vers des financements plutôt de long terme. Oui, bien sûr, exactement. Il y a, surtout dans la domaine, dans les marchés émergents, il y a vraiment un gros besoin d'infrastructures de base, pas seulement, par exemple, l'électricité, waste disposal, de l'eau propre, potable. Et du coup, il y a vraiment il y a un gros potentiel, il y a un gros marché d'investissement, surtout du long terme, et pas seulement des projets qui sont extrêmement énormes, mais aussi des petits projets, des microfinancements, qui fait aussi un partie du backbone de ce genre de marché émergent. Comme ça a été aussi évoqué, je pense que la problématique aussi à garder en tête, c'est il y a eu pour des projets existants, et encore une fois, ça dépend du secteur,